Rebonjour et merci de rester sur Vox Poursuit le Talk, votre matin d'information. Le 28 novembre dernier, à l'occasion des 65 ans de la proclamation de la République, le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, a prononcé le discours sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès dans une allocution de 2 heures. Il appelait la justice notamment à favoriser la bonne gouvernance sur le cas du drame du stade Ornano. Il a appelé à l'établissement des responsabilités, à l'aboutissement des enquêtes. Et pour revenir sur ce discours, 2 invités sur ce plateau, Mexan Fortuné Animba Emeka, coordonnateur du Forum de gouvernance et des droits de l'homme. Bonjour à vous et merci d'avoir répondu à notre invitation. Face à vous, Christian Mava, chargé à la mobilisation et à l'organisation à la chaîne, un parti de l'opposition. Bonjour à vous également. Merci. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Avant de parler de ce discours du chef de l'État sur l'état de la nation, parlons d'abord de l'ONU. La 7e conférence sur les relations entre l'ONU et l'Union africaine s'est tenue le 29 novembre dernier à New York et cette réunion s'est penchée sur l'avenir des casques bleus en Afrique. Cette mission onusienne, aujourd'hui contestée sur le continent, comme par exemple la RDC et le Mali qui demandent le retrait des casques bleus sur leur territoire. Retour sur ce reportage signé par nos confrères de RFI. Pour les patrons de l'Union africaine et de l'ONU, les missions de maintien de la paix telles qu'elles ont été imaginées il y a des décennies ne sont plus pertinentes pour répondre à la violence croissante sur le terrain. Il est temps de changer le modèle. Moussa Faki. La nature de ces menaces dans le continent africain a besoin d'une réponse appropriée. Ce n'est pas faute d'avoir proposé, nous, Africains, de mettre à disposition les forces. Il faut que ces missions africaines soient financées par les ressources des Nations Unies. Il s'agit d'une menace à la paix et à la sécurité, et cela est de la responsabilité du Conseil de sécurité des Nations Unies. La question du financement retient les 5 membres permanents à New York qui ne voient pas d'un bon œil les retraits trop anticipés des casques bleus. Pourtant, Antonio Guterres l'assure, l'Union africaine est capable de mener à bien ses missions. Les règles de conformité que l'Union africaine a établies sont parfaitement compatibles avec les nôtres. Et l'accord que nous avons conclu aujourd'hui sur les droits de l'homme est une garantie supplémentaire que nous pouvons faire confiance à l'Union africaine pour organiser des opérations efficaces de maintien de la paix en Afrique. Voilà, Mexan, Aimba, Emeka, je me tourne vers vous. Après plusieurs années de mission en Afrique aujourd'hui, plusieurs pays africains remettent en question le rôle joué par les casques bleus. La preuve en est, la RDC et le Mali ont demandé le retrait pur et simple de ces missions sur leur territoire. Comment vous jugez aujourd'hui le bilan de ces missions onusiennes de maintien de la paix en Afrique? Il faut déjà dire que la définition des missions des casques bleus était déjà un problème. Souvent, les missions qu'on leur assignait n'étaient pas adaptées aux problèmes qu'il fallait résoudre. Sur le terrain. Sur le terrain. Et donc, les attentes des pays n'étaient pas forcément satisfaites parce que les missions ne correspondaient pas aux problèmes identifiés. Le deuxième problème des casques bleus, c'est la question culturelle. On prend des gens d'une culture éloignée, des Pakistanais qui vont en RDC, ils comprennent rien au fonctionnement de la société congolaise RDC. On prend des Cubains, je sais pas, des Paraguayens, on envoie au Mali, ils comprennent rien à la culture malienne. C'est bien qu'il y a premièrement pour eux un problème d'intégration de la société de laquelle elles vont intervenir. Et si elles ne peuvent pas s'intégrer, leur action ne peut pas être adaptée aux besoins de ces gens-là. Et donc, la communication, forcément, posera problème. Cela a fait que les missions des casques bleus, ce n'est pas qu'en Afrique. Ils travaillaient souvent dans les territoires où ils étaient en mission avec les interprètes qui les aidaient, les guides. Oui, mais Madame Sarah Mungia, quand vous parlez par l'intermédiaire d'un interprète,
la chaleur de la communication n'est pas pareille que lorsque vous échangez directement. Mais ce que je vais dire, ça va au-delà de la langue. Oui. C'est des questions surtout culturelles. Oui. Et des questions de mandat. Oui. Et ce qui fait que les casques bleus n'ont pas eu des problèmes qu'en Afrique. En Afghanistan, un peu partout au Liban, les casques bleus n'ont pas réussi à stabiliser la situation. Voilà. Christian Maba, la même question. Aujourd'hui, le bilan mitigé. Certains pays africains jugent le bilan des casques bleus qui avait pour mission de maintenir la paix et la stabilité dans les zones de crise très mitigé et aujourd'hui demandent leur départ. Bon, merci encore, madame, pour votre invitation. Mais je suis tout à fait d'accord avec mon débatteur sur ce qu'il venait d'évoquer. Mais moi, je m'empresse à examiner les résultats réalisés sur le terrain. Je ne prends pour exemple que la RDC, notre voisin d'à côté. Avec la MONUSCO, c'est la mission la plus lourde en termes d'effectifs. Près de 20 000 casques bleus sont en RDC depuis plus de 20 ans. Et à l'heure où nous tenons cette émission sur ce plateau, ils n'ont pas réussi à ramener la paix. Vous savez ce qui se passe à l'est de la RDC où je crois deux départements de la RDC ne vont pas participer. Et les présidents africains se sont encore retrouvés à Malabo pour regarder ces questions de la recomposition du Conseil de sécurité. Je pense que c'est à ce niveau-là qu'il faudra maintenant revoir la composition de ces casques bleus. C'est vrai, la réforme, repenser autrement ces missions. Mais après leur départ, qu'est-ce qui va rester? Est-ce que ces pays seront en mesure même d'assurer leur sécurité? La dernière question. Pardon. Oh oui, je crois que les casques bleus, la plupart du temps, ils s'interposent entre deux forces. Ils ne mettent pas fin à la crise. Et la crise perdure beaucoup plus longtemps que si on l'avait résolue autrement. Les casques bleus sont restés en RDC pendant plus de 2 décennies. Et le problème de l'Est n'est pas réglé. Hein? La force de l'Est, de l'Afrique de l'Est est arrivée, c'est pas toujours réglé. Mais je vais quand même dire que il y a quand même un aspect positif qu'il faut voir au casque bleu, c'est que là où ils arrivent, certaines libertés progressent, comme la liberté d'expression, la liberté d'association. Partout où il y a les casques bleus, vous allez voir que ces libertés, comme en RDC, comme en RCA, vous allez voir que les libertés des médias n'est pas pareil que dans les pays comme les nôtres, comme le Gabon, comme le Cameroun, où il n'y a pas de casque bleu. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est un fait constant que nous, on a fait en tant qu'organisation des droits de l'homme. Les casques bleus ne règlent pas les crises, mais en parallèle, on a le sentiment que là où ils arrivent... En RDC, prenons le cas, puisque on a tous pris l'exemple de la RDC. La MONUSCO a été accusée de plusieurs
Bon, malversation à l'est du pays. Mais voilà pourquoi. En fait, la mission première n'était pas pour venir favoriser la liberté d'expression et autres, parce que ça... Est-ce que ces missions viennent en Afrique avec un autre agenda que celui assigné par ces pays? Si on s'en tient au cas de la RDC, on est tenté d'y croire. Parce qu'on a vu les avions de la MONUSCO transporter des matières premières, alors que ce n'était pas ça la mission pour laquelle ils étaient là-bas. Maintenant, je pense que c'est aux Africains de se prendre en charge. Parce que on a reconnu qu'ils ne viennent pas pour régler des crises. Donc, ils viennent pour s'interposer entre deux parties en conflit. Ça veut dire qu'on peut trouver d'autres mécanismes pour atténuer voilà, ils viennent, mais pas, voilà, ils viennent là pour s'opposer, mais on peut trouver d'autres mécanismes pour trouver des compromis, je vais le dire comme ça, à l'africaine, pour résoudre définitivement ces problèmes, parce que on a compris que les casques bleus, mais oui, les casques bleus peuvent rester en RDC pendant 30 ans. Le conflit à l'Est, les problèmes d'insécurité à l'Est va toujours persister. Donc ça veut dire c'est le dialogue. Il faut avoir une armée bien structurée, bien organisée, bien occupée, qui est dissuasive. Et puis vous verrez que la RDC peut vaincre, par exemple, le mouvement de M23. Parce que même lorsque c'est les forces de l'EAC qui arrivent, on a vu qu'ils étaient venus avec un mandat d'attaquer, mais ils sont venus encore pour créer des zones de contournement et ainsi de suite. Là, ils vont partir d'ici le 8, s'ils respectent le calendrier. Les forces de la SADC viendront. Ça sera pareil. Je pense que chaque pays doit s'organiser pour stabiliser ses institutions, pour implanter la paix sur l'ensemble du territoire, protéger ses citoyens. Je pense que c'est l'idéal. Si vous n'avez plus rien à ajouter sur ce sujet, et donc on prend le discours du chef de l'État prononcé le 28 novembre dernier à l'occasion des 65 ans de la proclamation de la République devant le Parlement réuni en congrès. Dans une allocution de 2 heures, le président appelle le gouvernement à réfléchir sur l'avenir de la jeunesse. Suivez justement ce reportage réalisé par notre rédaction. « 28 novembre 2023, une journée solennelle. C'est la célébration de la proclamation de la République du Congo couplée première phrase avec son adresse avant de poursuivre. Première phrase avant de poursuivre avec son adresse à la nation. En leur mémoire, je vous prie de bien vouloir vous lever pour 1 minute de silence. À ce 65e anniversaire de la République du Congo célébré sur fond du civisme et de la pérennité de la République, le chef de l'État congolais a exigé une analyse froide des circonstances de cette tragédie du stade d'Ornano. Il nous faut analyser froidement les circonstances de cette effroyable tragédie afin de situer pour l'histoire toutes les responsabilités et pour l'avenir tirer les enseignements et les leçons utiles. L'alternative à cette épineuse question d'emploi des jeunes demeure la mise sur pied des mécanismes de diversification de l'économie nationale. Les structures économiques ne sauraient lier ou asseoir son essor exclusivement sur le secteur tertiaire. Il s'agit pour le gouvernement d'inventorier les niches des secteurs publics et privés d'activité pour soutenir l'insertion socio-professionnelle des jeunes. L'ambition de diversification de l'économie congolaise est une volonté politique exprimée par le président Denis Sassou Nguesso qui, dans son adresse à la nation, a indiqué que la reprise économique
scrutin du 21 mars 2021. Voilà, nous avons suivi ce reportage sur le discours du chef de l'État sur l'état de la nation. Il a touché différents aspects de la vie socio-économique de notre pays. Mais d'abord, Christian Maba, votre première réaction lorsque vous avez suivi le discours du chef de l'État, avant de prendre des aspects cas par cas, l'économie, le social et la jeunesse qu'il a évoqué? Bon, je dois d'abord relever que c'est une mission constitutionnelle qui demande au président, une fois l'an, de s'adresser au Parlement réuni en congrès pour essayer de dépeindre un peu l'état de la nation. Mais pour moi, c'est du déjà entendu. En tout cas, tout au moins pour ceux qui ont l'habitude de suivre le chef de l'État, je trouve que c'est un discours que nous avons déjà entendu et nous sommes habitués à écouter. Un discours teinté de très bonnes intentions, mais qui malheureusement sur le terrain ne reflète pas ce que nous avons entendu du chef de l'État. On a comme l'impression, en suivant le président de la République, qu'il est comme déconnecté de la réalité des Congolais. Sauf ceux qui ne suivent pas les discours du président de la République. Mais moi, je vous dis, chaque fois que le président a pris la parole dans cette occasion, j'ai toujours été attentif. Et je peux vous ressortir ces 5 derniers discours, ces 5 dernières adresses sur l'état de la nation. Vous verrez qu'il y a des similitudes au-delà de quelques aspects chiffrés qu'on évoque. La volonté, le discours y est, mais la volonté de mettre en musique tout ce qu'il dit ne se fait pas sur le terrain. Et c'est ça le regret. C'est vrai que c'était votre réaction par rapport au discours avant de prendre évidemment les aspects que nous allons aborder, de toucher le social, la jeunesse, l'avenir de la jeunesse et la justice. Mais êtes-vous sûr de déjà entendu la finalisation des projets inachevés des municipalisations accélérées dans les discours précédents? Vous êtes sûr? Déjà sur ce point, madame, les sages disent construire sans terminer, c'est détruire. Donc déjà venir dire... Mais ça veut dire qu'il y a eu du nouveau cette fois-ci dans son discours. Je vous dis non. Vous avez parlé de la jeunesse. Tout à l'heure, nous ne sommes pas encore dans le décryptage du discours. Mexan, Fortuné, Aïmba, Emeka, votre réaction première réaction par rapport au discours du chef de l'État? Frustration. Pour une raison simple, vous voyez, des jeunes sont allés mourir au stade d'Ornano. C'est des gens qui sont titulaires de licence, de master, qui partent mourir pour un job de niveau BPC. Hein? Je pense que là, le président a pris la mesure en disant qu'il faut se réinterroger. C'est comme les jeunes qui vont mourir en Méditerranée pour traverser vers l'Europe. Il appelle justement le gouvernement de réfléchir, à réfléchir sur l'avenir de notre jeunesse. Et c'est là que je voulais en arriver. Hein, c'est le signe d'un désespoir profond au sein de la jeunesse. Leur avenir est incertain. Donc, si la question de l'emploi n'a pas été réglée depuis 40 ans, le président est responsable de ça. On a dégagé 14 000 milliards pour régler les problèmes des générations futures. C'est eux, la jeunesse, l'avenir dont le président parle. On dit qu'on va rechercher toutes les responsabilités. Il faut commencer par établir les responsabilités politiques. Lorsque vous parlez justement, vous faites allusion au drame du stade Ornano qui a coûté la vie à 31 de nos concitoyens. Il a parlé de la responsabilité, de l'établissement de la responsabilité, l'aboutissement des enquêtes. En parlant toujours de la jeunesse, il a parlé du chômage. Il y a les fautes pénales. Ceux-là, on va les identifier, on espère, et que la loi sera appliquée. Mais au-delà, il y a des fautes politiques qui ont conduit à ça. Il faut rétablir les responsabilités politiques. Pourquoi on en est arrivé là? Pourquoi depuis 40 ans, les jeunes n'ont pas d'emploi? Pourquoi ils sont autant désespérés? Pourquoi ils ne croient plus en leur diplôme?
il y a un problème. C'est là qu'il faut situer aussi les responsabilités. Ce manque de confiance dont vous parlez, Mexon et Meka Imba, vous le traduisez comment? Le manque de confiance de la jeunesse à la République. Mais le fait qu'un titulaire de master va mourir pour un emploi niveau BPC, ça veut dire Mais la mort, c'est vrai que lorsqu'ils sont partis, nous nous inclinons évidemment devant leur mémoire et nous présentons les condoléances aux familles aujourd'hui qui pleurent leurs enfants, mais c'était pas prévisible, rien n'était prévu. Là où je situe le problème, oui. Là où je situe le problème, c'est l'engouement des diplômés qui veulent aller à l'armée pour un emploi de niveau BP. Ça veut dire que ils n'ont plus confiance que leur diplôme va leur servir à quelque chose. Ils ont un master, mais ils n'y croient plus. Leur master ne servent plus à rien. Voilà pourquoi ils sont allés massivement. S'il n'y avait pas cet engouement, il n'y aurait pas eu ce drame. Parce qu'on parle de milliers de personnes. Ça ne s'explique pas que des milliers de diplômés aillent faire des nuits blanches au stade d'Ornano pour un job de niveau BPC. C'était une nuit blanche, pas des nuits blanches. Il y en a eu deux. Il y a eu la veille, et puis il y a eu ce jour, il y a eu le drame. Mais quand même, une nuit, ça ne s'explique pas. Mais la question du chômage, notamment, parlons-en, mais au cours de l'année 2022, il y a eu quand même recrutement de 6700 personnes à la fonction publique. Ça veut dire qu'il y a quand même des réalisations aujourd'hui sur le plan de ce problème du chômage. Non. L'emploi des jeunes, je vous le dis, sans froid aux yeux, ne constitue pas une priorité pour le gouvernement actuel. Mais comment vous expliquez le recrutement de 6700 personnes à la fonction publique? J'en viens. Pour bien analyser le discours du président, je pense que je rejoins mon débatteur. Si je peux me limiter à partir de 2022, c'est-à-dire que pour dire le retour démocratique, parce qu'en ce moment-là, il est élu président de la République. Jusqu'à aujourd'hui, donc ça fait déjà plus de 20 ans. Lorsqu'il dresse son discours, il ne sont pas les années de gouvernance, il comptabilise. Mais ça veut dire que moi, je fais le point de tout le règne de ce pouvoir, parce que c'est le même parti, c'est le même président qui est resté au pouvoir. Ce sont eux qui ont mis en place 2 plans nationaux de développement qui ont abouti à des échecs. Quand vous parlez des jeunes, rappelez-vous que le président, dans son projet de société, le chemin de l'avenir, le chemin d'avenir, avait promis 40 emplois par année, 40 000 emplois par année aux jeunes. C'était toujours au cours d'un discours sur l'état de la nation. C'était codifié dans le programme de société, le chemin d'avenir. On a encore changé. Après le chemin d'avenir, entre 2009 et 2016, je crois, il y avait encore des promesses. Et aujourd'hui, on ne peut pas, dans notre pays, se réjouir d'avoir recruté le chiffre que vous donnez, 6 400, parce qu'il a promis 6 700. Je crois, c'est 6 400, je crois, en 2022. C'est selon le discours du président. Mais ça ne veut rien dire. Regardez, madame. Christian Abba, il revient sur les réalisations, mais aussi les défis à relever. Donc, on a parlé de quelles réalisations. Il faut maintenant l'examiner. Voilà pourquoi vous avez bien structuré le débat pour dire qu'on va analyser le discours secteur par secteur. Parce que le président a parlé pendant plus de 2 heures. Ça veut dire qu'il a touché tous les secteurs. C'est vrai que au cours d'une émission, on ne peut pas analyser le discours du président dans tout. Le chômage, le social, maintenant, j'en viens au chômage des jeunes. Tout à l'heure, vous avez suivi mon compatriote dire que ces jeunes qui sont allés trouver la mort sont allés parce qu'ils n'avaient pas d'autre issue que cela. Je vous rappelle qu'on a voulu organiser un recrutement au niveau du chemin de fer Congo-Océan. Fallait voir l'engouement. Ils ont reçu plus de 6000 dossiers. Là encore, ils étaient 2000 ou 3000 parce que ça s'est fait dans les départements. Ça veut dire que si vous demandez le nombre de dossiers enregistrés dans tous les 12 départements, certainement vous allez dépasser
les 10 000. Et cela ne représente donc rien devant 5 000. Pendant que le président relève qu'il y a des déficits d'enseignants dans nos écoles, le plus souvent situées à l'intérieur du pays, ici nous avons des générations et des générations des enseignants, des instituteurs qui ont été formés, qui ne sont pas recrutés. Donc là, il y a un grave problème d'adéquation entre la formation et l'emploi. Selon vous, qu'est-ce qui devrait être fait? Qu'est-ce qui devrait être fait? Le discours du président consacre l'échec du gouvernement et sur la problématique de l'emploi des jeunes dans notre pays. C'est un problème qui se pose avec acuité et je pense que le gouvernement devait prendre ce problème-là à bras le corps pour trouver des solutions idoines. Mais puisque vous êtes de la chaîne, un parti de l'opposition, qu'est-ce qui devrait être fait selon vous pour régler ce problème du chômage de masse des jeunes au Congo? Oui. Le problème, je ne veux pas dire qu'il est simple, mais je pense qu'il faut d'abord revoir la politique de l'emploi mise en place. Parce qu'ils recrutent en fonction de ceux qui vont à la retraite. Donc, on a une marge pour les remplacer, puisque le président a parlé qu'il fallait rajeunir la fonction publique. Donc, on va les recruter parce que ceux qui sont là sont déjà âgés. Et on ne recrute pas comme ça. On recrute en fonction des opportunités que vous créez et en fonction des besoins. En fonction des besoins. L'État doit être le seul pourvoyeur d'emploi, puisque vous incriminez l'État et le gouvernement. Est-ce que l'État... Vous avez abordé le point crucial de la thématique. Ça veut dire qu'il faut sortir de ce que nous avons appelé dans notre pays ici de l'État-providence. C'est-à-dire pour que l'État ne soit plus le seul pourvoyeur d'emploi. Mais c'est l'État qui doit booster les autres secteurs pour susciter la création d'emplois dans ces domaines-là. Donc l'État a une politique d'emploi à mettre en place en musique qui va permettre aux autres secteurs privés pour essayer de résoudre le problème de l'emploi. Donc il faut accorder des opportunités, améliorer le climat des affaires pour favoriser les investissements dans d'autres secteurs de l'économie. Dans son discours, oui, allez-y. Il faut rappeler, madame, oui, que la question du social, la question du chômage est liée avec toutes les autres questions de la vie nationale, les questions politiques et autres. Et vous avez tous ces retraités qui font des rallonges, qui continuent à occuper des places que les jeunes devaient occuper aujourd'hui. Et ça veut dire que si ceux qui ont atteint l'âge de la retraite ne s'en vont pas se reposer, ceux qui arrivent n'auront pas de place. Mais il a parlé du rajeunissement de la fonction publique. Oui, mais ça doit se voir, quoi. Ça doit se voir. Allez voir, vous verrez des retraités dans toutes les administrations aux postes clés. Il faut libérer les postes aux jeunes. Il faut que les retraités aillent se reposer. On a fait la retraite, c'est pour se reposer. C'est pour ça. Ils peuvent faire les fonctions politiques, mais les fonctions administratives... Mexan Aimba, le fait que le président, dans son discours, c'est vrai qu'il ne saute pas les années de gouvernance depuis qu'il est au pouvoir, qu'il soulève les problèmes, c'est un discours réaliste. Mais quand on est président, on n'attend pas les discours, on attend les actes. On attend que les retraités aillent à la maison. Le jour où on va plus envoyer nos enfants étudier en Europe, où on va aller se soigner en dehors du Congo, où on se plaindra pas de l'électricité, où on se plaindra pas de l'eau, à ce moment-là, on peut commencer à dire qu'on a commencé à atteindre les objectifs en ce qui concerne l'accès aux services sociaux de base. On a des indicateurs simples pour vérifier si ça marche ou pas. Pour le moment, les indicateurs disent que ça marche pas. Hein? Mais mon collègue, mon co-débatteur a commencé à rappeler, il faut diversifier les sources d'emploi. Et ça commence avec la diversification de l'économie. Mais cela, il faut déjà... sur l'agriculture aujourd'hui. Pas seulement l'agriculture. La mise en place des zones agricoles protégées aujourd'hui au Congo. C'est une autre affaire. Hein. Mais je parle, moi, de diversification économique, la vraie. Ça veut dire avec une création d'un vrai secteur tertiaire au Congo, donc un secteur des services. Mais pour cela, il faut améliorer le climat des affaires. Hein? Aujourd'hui, quand vous voulez créer une affaire,
il faut être parrainé par quelqu'un. Mais est-ce que par là, vous voulez dire que le président devrait tout faire? Mais il a des ministres qui animent sa vision aujourd'hui lorsqu'il parle de... Mais c'est lui qui choisit ses ministres. Il y a beaucoup de Congolais compétents qui ont besoin de servir leur pays, mais ils ne sont pas utilisés. On préfère prendre des gens qui parfois ne sont pas capables de remplir la tâche qu'on leur assigne. Mais il faut assumer ça. Il faut assumer ça. Madame, ça va. Voyez ce concept de diversification de l'économie. Ce sont nos partenaires, retenez-le, ce sont nos partenaires économiques et financiers extérieurs, notamment le FMI, la Banque mondiale, qui vous amènent ce vocabulaire-là, qui viennent vous dire, monsieur, vous devrez diversifier votre économie. Le chef de l'État connaît très bien, et je suis encore, je crois, en classe de 4e. Le président nous parle de l'autosuffisance alimentaire d'ici 2000. C'était pas déjà une façon de sortir du secteur hors pétrole pour essayer de booster l'agriculture qu'il a pris au sens large du terme. Donc ça veut dire, dès le premier règne du président de la République, il avait déjà comme vision qu'il fallait aller vers cette diversification. En fait, qu'est-ce que ça veut simplement dire? Qu'il ne faut pas seulement compter sur le pétrole, mais qu'il faut aussi booster les autres secteurs de la vie économique. C'est simple. Sinon, le concept en lui-même, il vient des partenaires socio-économiques. Mais nous, on comprend qu'on ne peut pas seulement vivre du seul secteur du pétrole, parce que c'est une ressource qui est épuisable. Aujourd'hui, le Congo a adhéré à cette vision, veut travailler pour la diversification de son économie. Je vous dis, vous avez évoqué, puisqu'il faut être factuel, vous avez parlé des zones agricoles spéciales. Protégées. Protégées, des arbres. Aujourd'hui, c'est vraiment le slogan qui est mis en avant pour parler de l'agriculture au Congo. Mais je regrette. Interrogez les chiffres. Est-ce que c'est un slogan encore ces ans? Je vous donne les faits. 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 Parce que toute politique agricole doit avoir des répercussions sur le panier de la ménagère. La finalité d'une politique agricole, c'est d'impacter le panier de la ménagère. Parce qu'en ce moment-là, il y aura certainement aussi un impact sur le pouvoir d'achat des citoyens. Vous parlez des zones agricoles protégées. Nous recensons 26 à l'heure actuelle dans notre pays. Allez demander quelle est la superficie couverte par ces 26 zones. Nous sommes autour de 1700, sinon pas plus de 2000 hectares. Pas plus de 2000 hectares pour 26 zones agricoles protégées. Ça veut dire que si on fait 1165 hectares pour 26 zones, donc, ça veut dire qu'on peut faire des statistiques simples pour comprendre en moyenne, une zone peut couvrir combien d'hectares. Vous pensez, madame, avoir une zone agricole protégée de 100 hectares, c'est vraiment quelque chose de bon? Je dis faux. Parce que l'église kimbanguiste est venue dans ce pays, ils se sont organisés, ils sont au-delà de 500 hectares dans leur propre zone qui appartient à l'église kimbanguiste. Nous sommes un gouvernement, nous avons 26 hectares, la superficie couverte par les 26 hectares, nous sommes autour de 1006, on croit à ces chiffres. Mais moi, je pouvais même donner le bénéfice du doute, 2000 hectares sur 26. Donc, ça veut dire que nous tournons autour de 100 hectares la zone. Ça ne veut rien dire. Encore. Quelles sont les cultures qui ont été choisies? Parce que les zones agricoles protégées ont pour finalité impactée, c'est-à-dire avoir des effets d'entraînement sur les autres secteurs. Pour planter le maïs, on a besoin de 6 mois, on récolte le maïs. Ça veut dire que quand vous avez beaucoup de maïs, vous allez impacter les prix des produits d'élevage, par exemple, les aliments de bétail, parce que l'entrain qui est beaucoup plus utilisé là, c'est le maïs. Quand vous plantez le manioc, vous avez, après 24 mois, vous récoltez le manioc. Quand vous avez la banane, je crois au-delà de 2-3 ans, vous avez. Donc, quand vous avez des cultures bien sélectionnées, ça veut dire qu'au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, vous avez des répercussions de ces zones-là sur le terrain. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Oui, parce que vous peignez... Quelle est la conséquence de ces zones agricoles protégées? Bilan pour vous en noir, mais qu'est-ce qui, selon vous, marche aujourd'hui dans... Je vous dis que la vision des zones agricoles protégées
elle est bonne. Mais le couac, c'est dans le contenu de cette vision, la stratégie de mise en place de ces zones, c'est ça qui pose problème. Je vous rappelle, toujours dans le secteur agricole, des nouveaux villages agricoles. Je sais pas, on avait déjà expérimenté les nouveaux villages agricoles. Où est-ce que nous en sommes? Où est-ce que nous en sommes? Mais ce que je vous dis, les villages là, on a englouti des milliards, beaucoup d'argent sur les nouveaux villages agricoles. Aujourd'hui, quelles sont les retombées? C'est ça. En fait, la vision, elle est bonne, mais la stratégie de mise en œuvre des actes, je pense que doit être redéfinie. Il faut revoir le contenu de cette vision-là. Donc, avant de prendre le social, restons d'abord sur l'économie. Tout à l'heure, on a parlé des zones agricoles protégées et le président annonce aussi la poursuite dans son discours. Évidemment, il reconnaît les réalisations, il met en avant les réalisations, mais il reconnaît aussi les échecs et met en perspective les défis à relever. Vous devrez les reconnaître aussi, vous, au niveau de l'opposition. Vous qui êtes l'opposition parlementaire. Nous sommes une opposition républicaine qui veut que lorsque les choses sont bien faites, on reconnaît. Tout à l'heure, je vous ai dit, en termes de vision sur les zones agricoles protégées, elle était une bonne vision. Mais que dans le contenu, c'est là où il y avait des choses qui ne nous amènera pas aux résultats escomptés. Sur le plan économique, le président a mis en avant le succès que nous avons avec nos partenaires extérieurs, notamment le FMI, puisqu'on a pu, au cours de cette année, réussir 3 revues avec le FMI. Et là, nous sommes sur le point de passer la 4e revue. Vous voyez? Or, le FMI n'a jamais aidé un pays à sortir de l'impasse économique. Quand vous prenez les revues du FMI comme succès du gouvernement, ça veut dire que vous êtes en train d'enfoncer le pays sur le chemin de l'endettement. Le FMI n'a jamais aidé un pays, tout au moins ici en Afrique, de sortir d'une crise. Quelles sont les implications ou les retombées de ces revues-là sur, je vous ai dit, le panier de la ménagère? Même lorsqu'on vante le taux de croissance qui passera de 1,7 en 2022 à 4% en 2023. Mais c'est un indicateur quantitatif. Le taux de croissance du PIB, c'est un indicateur quantitatif. Toute croissance n'implique pas forcément le développement. Vous pouvez avoir, et souvent dans les pays africains, il y a ce paradoxe-là où le taux de croissance est flambe, mais le développement, c'est-à-dire que la réalité de la vie des citoyens plombe aussi. Donc, il faut savoir faire. Il ne faut pas jouer avec des chiffres parce que ceux qui écoutent parfois ne comprennent pas, mais les Congolais veulent voir qu'il peut manger 3 fois par jour, qu'il peut se soigner à moindre coût, qu'il peut éduquer les enfants dans des meilleures conditions. Et voilà. L'enregistrement biométrique à la Caisse d'assurance universelle maladie avait commencé. Madame, je ne voudrais pas que ce sujet-là soit occulté, la question économique avec les chiffres et le FMI. Il faut déjà dire que les chiffres de croissance, 4%, 0%, 10%, le Congolais lambda, pour lui, ça veut rien dire. Ce qui compte pour lui, ce sont ses conditions sociales, l'accès aux soins, l'accès à l'école, l'électricité, l'eau, le transport. Mais revenons au FMI, parce qu'on parle de revue, de victoire avec le FMI. Le FMI, c'est comme si, Madame Sarah, vous avez hypothéqué votre salaire auprès d'un usurier, qu'on appelle chez nous bailleurs de fonds. Et vous n'êtes plus en mesure de continuer à payer parce que votre salaire est hypothéqué sur 4-5 mois. Vous faites un arrangement avec votre usurier parce qu'il a saisi votre salaire. Vous faites un arrangement. Lui, il se met à mettre des conditions. Il dit que vous me devez de l'argent, mais vous menez un train de vie trop élevé. À ce rythme-là, vous ne pourrez pas me rembourser dans 2 ans. Pour que je sois sûr que vous allez me rembourser dans 2 ans,
je vous pose telle condition, telle condition, telle condition. Cela rassure que dans 2 ans, vous serez en mesure de me rembourser mon argent. À partir de ça, je peux commencer maintenant chaque fin du mois à vous donner une partie de votre salaire. Parce que vous avez des enfants à nourrir, vous avez des enfants qui doivent aller à l'école. En fait, l'argent que le FMI débloque, c'est ça, c'est le service de la dette, c'est la dette. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin. 2 tours de table pour terminer. Sur le social, le taux d'inflation le moins élevé, la stabilité des prix des denrées alimentaires dans les marchés, notamment avec l'exonération des prix. Il y a aussi, pendant quelque temps, la mise en place du plan de résilience alimentaire. Un commentaire, évidemment, on va coupler avec cette question sur la justice. Le chef de l'État qui appelle la justice à favoriser la bonne gouvernance. Vous répondez rapidement et on clôture l'émission. Les prix sur le marché ne font que augmenter. On n'a pas réussi à stabiliser. Le plan de résilience dont il a évoqué, le gouvernement est venu à l'Assemblée, au Parlement, reconnaître que c'était un échec. Et ils ont placé 250 milliards dans ce plan de résilience. Et à la fin, allons sur le marché. Moi, je voudrais bien demander très respectueusement au président de faire cet exercice-là. Comme ça, un jour, d'aller sur le marché, si pas au marché Total ou à Potopoto, à Mungali, tout au moins dans les grandes, surfaces. Puisque vous parlez du marché, c'est vrai qu'il y a quand même stabilité aujourd'hui des prix dans ces marchés-là. Je vous dis, moi hier, j'étais encore au marché. Le prix du lait qu'on a acheté à 900 francs aujourd'hui est à 1700, 1800. Le prix de l'huile de table, l'huile d'arachide, aujourd'hui, on est à combien? C'est le litre, on l'a acheté, je sais pas, à 400, 500. Aujourd'hui, nous sommes autour de 850, 900. On peut faire l'expérience sur le terrain. Parce que je vous assure, on ne dit pas la vérité au président. On ne dit pas la vérité au président. Ne disent pas la vérité. Mais ses collaborateurs. Je vous dis. Maintenant, sur la justice, rapidement, votre réaction sur la justice, tout en rappelant que il y a quelques mois, il y a des magistrats qui ont été révoqués. On a toujours dit que la justice élève une nation. Lorsque le président demande à la justice de faire son travail, ça veut dire que pour ceux qui sont avertis, ça veut dire, c'est une façon tacite au président de vous dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas sur le plan de la justice. Parce que sinon, on devait le féliciter. Mais lorsqu'il revient pour demander à la justice d'être impartial, ça veut dire qu'il y a jusqu'à l'heure où nous parlons ici des choses qui ne marchent pas. Moi, j'ai un dossier à la justice où quelqu'un a tué, c'est reconnu par le magistrat instructeur, il est incarcéré à la maison d'arrêt de Brazzaville, son procès est fixé, le jour J, on arrive, le gars, on l'avait déjà libéré de la maison d'arrêt. Et quand on recherche qui l'a libéré, on ne sait pas. C'est au président de porter la responsabilité, c'est pas le président qui l'a libéré. Malheureusement, c'est le président. Ça veut dire que en fait, c'est lui qui régente le fonctionnement de la République. Le président a reconnu que le verre est de le fruit. C'est pas moi qui le dis, c'est le président qui le dit. C'est le président du Conseil supérieur de la magistrature qui dit que le verre est de le fruit. Et nous ne sommes pas sans ignorer qu'il y a des problèmes à ce niveau-là. Ceux qu'on a radiés, ceux qui ont été sanctionnés, peut-être qu'ils le méritaient. Mais il y a là aussi quelques noms des gens qui simplement ne pensaient pas comme il fallait, qui étaient des gens intègres. Je cite pas des noms, mais je peux vous citer si vous voulez, des gens comme Kalamukoko, qui est quelqu'un d'intègre. Et on sait pourquoi lui, il a payé. Mais ce que je veux dire, c'est que le problème, il faut l'attaquer à la racine. C'est pas quelques 2-3 individus qu'on radie qui va résoudre le problème. Parce que le problème, il est toujours là. Mais c'est un pas, le fait de radier certains magistrats, un pas justement pour nettoyer notre appareil judiciaire. Oui, mais c'est ceux qui sont exposés. C'est ceux qui sont exposés. Mais ceux qui sont protégés continuent à faire. Protégés par qui?
Protégé par le président. Vous voyez, les Congolais veulent bien. De je parle, hein. Le président, quand je grandissais, le président, on le qualifiait de l'homme des actions concrètes. Je ne sais pas si vous avez connu cela. L'actuel chef de l'État avait comme ça le qualificatif de l'homme des actions concrètes. Et après avoir suivi son adresse devant le Parlement réuni en congrès, nous formions le vœu de voir traduire ces volontés-là, ces vœux, en actions concrètes. Le président nous avait promis que les prisons étaient ouvertes et que même les gros poissons ne devraient pas y échapper. Nous voulons, ne fût-ce qu'un jour, qu'on retrouve un gros poisson pris par les filets de notre justice. On commencera à croire que là, le président a franchi le cap du discours. Il est passé maintenant à l'action. C'est parce que vous avez des noms dans votre esprit ou encore vous laissez la lassitude à la justice de faire son travail. Vous n'orientez pas le travail de la justice. 14 000 milliards de générations futures ont disparu. Forcément, quelqu'un a pris ça. C'est pas volatilisé comme de la fumée. Ne fût-ce que pour ça, des gens, des gros et des petits poissons devraient expliquer où est passé cet argent. Et là encore, madame, je voulais un peu renchérir. Et il y a 1 ou 2 ans de cela, le président avait martelé sur la lutte contre la corruption, jusqu'à ce qu'on avait dissous. Il y a d'ailleurs des institutions aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, on a lutter contre la corruption. Quel est le résultat de, comment on appelle ça, de la haute autorité de lutte contre la corruption? Tout simplement parce que il y avait d'abord une institution de la République qui s'occupait des questions de lutte contre la corruption. Bon, il y avait 2-3 ministres qui étaient certainement ciblés. Et après, bon, on a dissous. On dit on va mettre en place la haute autorité. Jusque-là, bon, elle est là, elle fonctionne. Mais le résultat concret sur le terrain, vous n'allez pas me dire que dans ce pays, il n'y a pas de corruption. Quelque chose de particulier aux ministres qui sont au gouvernement? Oui. Il n'aide pas le président de la République. Beaucoup des ministres qui sont dans le gouvernement n'aident pas le président de la République. Et comme le président ne veut pas aussi les sanctionner, donc on va aller dans une sorte de cercle vicieux. Mais comment faire, et nous reviendrons encore le 28. En lien avec le thème de ces 60 ans de proclamation de la République, civisme et pérennité de la République, comment faire justement? Quelles sont les valeurs que la République devrait prôner pour sa pérennité? Dernière question. Le civisme, c'est le vrai problème. C'est le vrai problème. C'est aussi votre responsabilité au niveau de la société civile. Oui, c'est la question de l'éthique. De sensibiliser. Nous, on dénonce aussi. On essaie de dénoncer aussi. Mais quand vous dénoncez, on pense que vous empêchez de tourner en rond. On empêche que vous n'aimez pas les gens. On pense que... Mais la question du civisme est liée à l'éthique. Est liée à l'éducation civique. Hein? L'argent public est sacré. La fonction de haut fonctionnaire est sacrée. Si vous n'êtes pas capable de servir avec honneur, il n'y a pas de civisme. Oui. J'interviens sur ce point pour dire que... Sur ce point, je dis que le président a eu raison d'interpeller les citoyens lambda au civisme. Mais je vous dis, ce sont les répercussions, ce sont les conséquences de notre politique en matière d'éducation. Le président a parlé de la chose publique. Le respect de la chose publique. Nous, depuis l'école primaire, mon co-débatteur ne va pas me dire le contraire, on apprenait à respecter la chose publique. On savait respecter le drapeau de la République. On savait au CP1 chanter l'hymne national. On savait qu'on devait respecter son enseignant, qu'on devait respecter le bien d'autrui, qu'on ne devait pas voler. C'était bien le MNP, mais c'était des articles qui nous ont aidés, qui continuent
à nous aider jusqu'aujourd'hui. Ce n'est pas le cas aujourd'hui avec nos élèves. Donc là aussi, ça vient consacrer l'échec du système éducatif. Maintenant, merci. Nous sommes à la fin. Bon, je voulais quand même dire à l'organisation, à la mobilisation à la chaîne, c'est la fin de l'émission. D'accord. On ne pouvait pas tout épuiser. Fortuné Aïmba Emeka, coordonnateur du Forum de gouvernance et des droits de l'homme. Merci à vous deux d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous pour votre attention. Équipe technique, merci pour la réalisation. Restez avec nous car l'information revient tout à l'heure sur Roxa TV.